Juin 1942. L'océan Pacifique central, une étendue de bleu si vaste qu'elle semble avaler l'horizon dans toutes les directions. Quelque part dans ce vide se trouve l'atoll de Midway, à peine 6 km² de sable, de corail et d'herbes rases. 2 minuscules îles entourées d'un lagon scintillant sous un soleil implacable. Pas d'eau douce ici, pas de ville, pas de port digne de ce nom. Les oiseaux migrateurs surpassent les Marines de plusieurs centaines contre un. Et pourtant, durant la première semaine de ce mois, le destin de la guerre du Pacifique va se décider au-dessus de ce récif solitaire. 6 mois plus tôt, les Japonais avaient stupéfié le monde avec leur attaque surprise dévastatrice sur Pearl Harbor, paralysant l'épine dorsale de la flotte du Pacifique américaine en une seule matinée. L'Amérique chancelle encore, furieuse, blessée et avide de revanche. Le choc de ce jour ne s'est pas estompé. L'humiliation brûle encore. La marine impériale du Japon, invaincue et apparemment inarrêtable, tourne maintenant son attention vers ce point de terre au milieu de l'océan. L'homme derrière le plan est l'amiral Yamamoto, le plus brillant stratège naval du Japon, et sa cible n'est pas vraiment Midway. Les îles sont l'appât. Ce qu'il veut réellement, c'est attirer les derniers porte-avions américains survivants dans un piège et les détruire une fois pour toutes. S'il réussit, rien ne se dressera entre l'Empire japonais et la domination totale du Pacifique. S'il échoue, toute la trajectoire de la guerre changera. Voici l'histoire de la façon dont une poignée de pilotes, une équipe de décrypteurs et une série de décisions déchirantes ont transformé un piège japonais en embuscade américaine et révolutionné la guerre navale pour toujours. Les Japonais avaient vu l'attaque de Pearl Harbor comme le premier coup essentiel pour paralyser la puissance américaine avant que la guerre n'ait véritablement commencé. C'était audacieux, mais cela s'inscrivait dans une longue tradition militaire. Le Japon avait déjà ouvert des guerres par des frappes surprises auparavant. Il comprenait qu'attaquer l'Amérique était un risque énorme. Midway doit son nom à la géographie. Il se trouve à mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Asie, à environ 4100 km à l'est de Tokyo. Il commença comme un volcan surgissant du plancher océanique il y a des millions d'années. Avec le temps, le pic volcanique s'éroda et s'enfonça, laissant un atoll, un récif corallien en anneau encerclant un lagon peu profond. À l'intérieur de cet anneau se trouvent 2 petites terres, Sand Island et Eastern Island. Eastern Island abritait une base aérienne américaine, un minuscule ensemble de dunes de sable émergeant au-dessus de la ligne de flottaison, peuplé principalement d'albatros et de sternes cuisants sous le soleil tropical. Rien ne justifiait qu'on se batte pour cet endroit, sauf une chose. Midway servait de poste d'alerte avancé pour les îles Hawaï. Il prolongeait les yeux et les oreilles de l'Amérique de plus de 1000 km dans le Pacifique. Perdre Midway et Pearl Harbor serait dangereusement exposé. Cette valeur stratégique en faisait l'appât parfait pour l'homme qui orchestrait l'expansion impériale du Japon. L'amiral Yamamoto comprenait que la victoire dans le Pacifique ne pouvait venir que s'il attirait et détruisait les navires les plus puissants de l'Amérique, ses porte-avions. Les cuirassés à Pearl Harbor avaient été des symboles impressionnants de la puissance américaine, mais la guerre prouvait déjà que la vraie puissance de frappe en mer venait désormais des airs. Yamamoto croyait que la seule façon d'attirer les porte-avions américains hors de Pearl Harbor était de menacer quelque chose que les Américains ne pouvaient se permettre de perdre. Ils s'empareraient de territoire américain Midway, et quand les porte-avions sortiraient pour le reprendre, ses forces seraient prêtes. Le véritable potentiel destructeur de la puissance aérienne embarquée s'était révélé un jour infâme, le 7 décembre 1941. Sans avertissement, des vagues d'avions japonais déferlèrent sur l'île hawaïenne d'Oahu et fondirent sur la base navale américaine de Pearl Harbor. L'attaque survint un dimanche matin tranquille, alors que la base s'éveillait encore, des marins se dirigeant vers le petit déjeuner, des officiers sirotant leur café. Puis vint le hurlement de moteurs d'avions en piqué, et un instant plus tard, une terrible explosion. Les hommes sortirent en courant pour trouver des hangars à 100 mètres engloutis dans la fumée et les flammes. Ils levèrent les yeux et virent des avions tournoyer, avec l'insigne du soleil levant sur leurs ailes, et à cet instant, tous au sol, comprirent ce qui se passait. Peur, colère, surprise, tout frappa simultanément. Le long de Battleship Row, la destruction était stupéfiante. L'Arizona, le West Virginia, le Tennessee, le Nevada, l'Oklahoma, le California, tous en flammes, coulant ou déchiquetés. C'était un spectacle dévastateur qu'aucun homme présent sur ce rivage n'oublierait jamais. La flotte du Pacifique représentait tout pour le public américain. Ces grands cuirassés étaient des symboles de puissance nationale, militaire et industrielle. Ils représentaient le meilleur de l'industrie américaine et ils étaient censés être invulnérables. Et en une seule matinée, les Japonais les avaient anéantis. Mais au milieu du carnage, un détail critique changea tout ce qui suivit. Les cuirassés furent coulés ou paralysés, mais les porte-avions américains n'étaient pas au port ce matin-là. Dans l'une des grandes ironies de la guerre,
Les Japonais avaient été les pionniers d'une forme radicale de guerre navale, les frappes massives depuis des groupes de porte-avions, et pourtant n'avaient pas attrapé un seul porte-avions américain à Pearl Harbor. C'était un échec qui les entrait. Tant que la marine américaine conservait ses porte-avions, elle pouvait encore combattre, encore projeter sa puissance à travers les vastes distances du Pacifique et encore défier les ambitions de Yamamoto. La campagne militaire japonaise à travers l'Asie s'était dramatiquement accélérée en 1937 avec l'invasion brutale de la Chine, une campagne de conquête et de terreur qui coûterait des millions de vies. Les forces impériales japonaises subjuguèrent et brutalisèrent la population chinoise, commettant des atrocités à grande échelle avant de jeter leur dévolu sur le reste de l'Asie. L'une des conséquences de cette agression fut que les États-Unis annoncèrent un embargo sur les livraisons de pétrole au Japon. L'effet serait dévastateur. La machine militaire japonaise et toute son économie fonctionnaient au pétrole importé. C'était une menace existentielle. La réponse japonaise à l'embargo fut Pearl Harbor, une frappe désespérée et soigneusement calculée pour mettre l'Amérique hors combat avant que l'embargo ne les étouffe. S'ils ne pouvaient acheter du pétrole, ils s'en empareraient et détruiraient la flotte qui leur barrait la route. Mi 1942, l'Empire japonais occupait un territoire stupéfiant. L'Asie du Sud-Est, la Malaisie, Singapour, Hong Kong, les Philippines et un chapelet d'îles du Pacifique. Ses forces progressaient en Birmanie et en Nouvelle-Guinée, apparemment inarrêtables. Puis, début mai, une flotte menée par les États-Unis les affronta dans les eaux au large du nord-est de l'Australie, en mer de Corail. Ce qui suivit ne ressemblait à aucune bataille navale de l'histoire. Les grands navires des deux camps ne se virent jamais. Leurs canons ne tirèrent jamais sur la flotte ennemie. Ce furent leurs avions qui firent tout le combat. C'était la première bataille de porte-avions contre porte-avions jamais livrée, un engagement chaotique et confus, dans lequel les avions des deux côtés cherchaient les ponts d'envol ennemis à travers des centaines de kilomètres d'océan ouvert. Quand elle prit fin, 2 porte-avions japonais avaient été détruits ou gravement endommagés. Un porte-avions américain fut coulé, et l'USS Yorktown rentrait en boitant, traînant une nappe de pétrole derrière lui. Tant en mer de Corail que dans la bataille qui allait se jouer à Midway, la ligne de front n'était plus définie par la portée des canons d'un navire. Elle était définie par le rayon de frappe de l'aile aérienne d'un porte-avions, environ 250, à 300 km, plus de 4 fois la distance que pouvaient tirer les plus gros canons de cuirassé. En quelques mois, toute la logique du combat naval avait été renversée. L'avion était désormais l'arme décisive en mer, son armement et son autonomie, les capacités d'observation du pilote et son habileté, ses instincts et sa pure chance, voilà les facteurs critiques déterminant victoire ou défaite sur l'océan. La puissance aérienne embarquée avait révolutionné la guerre navale au tout début de la Seconde Guerre mondiale, et il n'y avait pas de retour en arrière. Dès que les Marines réalisèrent qu'elles pouvaient mettre des avions sur des navires de guerre, elles commencèrent à imaginer comment ces avions pouvaient livrer bombes et torpilles à des distances rendant les vieux duels de cuirassés complètement obsolètes. L'ère du cuirassé s'achevait. L'ère du porte-avions avait commencé. La mer de Corail laissa l'amiral Yamamoto avec 4 grands porte-avions de flotte pour son opération de Midway. Son plan reposait sur une hypothèse cruciale, que les porte-avions américains étaient encore à Pearl Harbor et ne réagiraient qu'une fois Midway déjà occupé. Quand la flotte américaine finirait par sortir pour reprendre l'île, Yamamoto comptait la prendre dans une tenaille dévastatrice, frappant depuis Midway d'un côté et depuis sa force de porte-avions de l'autre. Les Japonais ne s'attendaient pas du tout à rencontrer des porte-avions ennemis ce jour-là. C'était le matin du 4 juin 1942, un jour qui s'avérerait décisif dans toute la guerre du Pacifique. À l'aube, les 4 porte-avions japonais lancèrent une frappe parfaitement coordonnée sur Midway avec 108 avions. La formation fut repérée par des avions éclaireurs américains à son approche. Avec l'alerte des éclaireurs, Midway lança tout ce qu'elle avait. Les bombardiers décollèrent pour contre-attaquer la flotte japonaise. Les chasseurs montèrent intercepter la vague entrante. Les Marines défendant l'île étaient équipés du Brewster Buffalo, un avion déjà obsolète. 27 décollèrent face aux Japonais, seuls 7 revinrent, et chacun gravement endommagé. Les intercepteurs Marines furent taillés en pièces par les manœuvrables Zero, escortant les bombardiers japonais. Ce fut un massacre dans le ciel. Pendant ce temps, les bombardiers japonais commencèrent à incendier Midway. Les hangars s'embrasèrent. Le dépôt de carburant s'éleva en une colonne de fumée noire. Au sol, à l'aérodrome Anderson, les Marines agrippaient leurs armes, mitrailleuses et fusils Garand, à fonctionnement par gaz, semi-automatique, alimentés par un clip de 8 cartouches. La première frappe de la bataille appartenait aux Japonais, et elle fut dévastatrice. L'infanterie a toujours haï l'aviation. C'est un fait de guerre aussi vieux que la puissance aérienne elle-même. Un fusil est excellent contre d'autres infanteries, mais médiocre contre un avion hurlant en altitude. Ce qui faisait la vraie différence pour les Marines, c'était leurs mitrailleuses. Ce furent les vraies tueuses d'avions.
Durant l'attaque, elles abattirent ou endommagèrent environ 25 avions japonais. Midway envoya des bombardiers Dixet pour suivre les avions déjà engageant la flotte japonaise en mer. Les pilotes de l'île tentèrent de contre-attaquer les navires ennemis, mais inexpérimentés en bombardement naval, pas une seule bombe ne toucha sa cible. Les navires japonais s'en tirèrent indemnes. Mais la contre-attaque ratée accomplit néanmoins quelque chose de crucial. Elle força les porte-avions japonais à manœuvrer violemment et à défendre leur flotte avec leurs zéros. Cela monopolisa les ponts d'envol pour les opérations de chasse, empêchant le lancement de bombardiers supplémentaires, des bombardiers cruellement nécessaires, car la première frappe japonaise n'avait pas détruit toutes ses cibles sur Midway. La décision de lancer une seconde attaque pour finir le travail aurait des conséquences dramatiques. L'attaque était menée par les pilotes vétérans du Japon avec leurs appareils dernier cri. Le bombardier en piquet-val était un tueur de navires très efficace, piquant depuis l'altitude pour placer sa bombe avec une précision mortelle. Le bombardier torpilleur Kate était considéré comme la plus grande menace pour les forces de surface américaines, armé d'une puissante torpille capable d'éventrer un navire de guerre d'un seul coup. Les deux types étaient aussi très efficaces en assaut au sol, et les protégeait le légendaire chasseur Zero, léger, incroyablement maniable et armé de puissants canons de 20 mm, le Zero pouvait grimper 3 fois plus vite que ses rivaux américains. À ce stade de la guerre, rien dans l'arsenal allié ne pouvait l'égaler. La seconde vague japonaise en préparation pour achever Midway semblait invincible. Cependant, les 3 porte-avions américains que les Japonais croyaient tranquillement à Pearl Harbor, à plus de 1700 km, s'approchaient en réalité rapidement. 2 jours plus tôt, 3 porte-avions américains et leurs navires d'escorte s'étaient secrètement rassemblés en un point d'océan ouvert désigné Point Luc, à environ 500 km au nord-est de Midway, et s'étaient déployés pour le combat. Les Japonais n'en savaient absolument rien. Les Japonais avaient positionné 21 sous-marins en ligne de piquet censés entourer Pearl Harbor et détecter tout mouvement de la flotte américaine. Mais le cordon sous-marin n'était pas en place à temps. Il arriva 2 jours en retard. Les porte-avions américains avaient déjà filé. En prenant les Japonais complètement par surprise, les Américains détenaient maintenant l'avantage et une richesse d'opportunités à la bataille de Midway. La flotte américaine se rapprochait vite de Midway. Une autre vague d'avions d'attaque lancés depuis l'île se jeta sur la flotte japonaise et paya un terrible prix. 8 des 16 avions furent abattus sans marquer un seul coup. Sur la passerelle de son navire amiral, l'amiral Yamamoto croyait que son attaque se déroulait presque comme prévu. Ce que Yamamoto ignorait, c'est que ses ennemis lisaient pratiquement dans ses pensées. Les Américains possédaient un autre avantage critique à Midway, qui s'avérerait aussi important que n'importe quelle arme ou navire. L'effort de décryptage à Pearl Harbor, mené par un officier de marine nommé Joseph Rochefort, avait réussi à percer une portion significative des codes navals japonais. Rochefort était un bourreau de travail et un génie excentrique, un homme qui vivait au sous-sol de sa station de renseignement à Pearl Harbor, travaillant sans relâche en robe de chambre et pantoufles, alimenté par le café et une détermination obsessionnelle frôlant la manie. Sa philosophie était simple. Si vous voulez être un grand cryptanalyste, être un peu fou aide. Un officier de renseignement, croyait-il, n'avait qu'un seul travail, dire à son commandant aujourd'hui ce que l'ennemi ferait demain. Tout le reste était sans importance. Mais l'équipe de Rochefort ne pouvait décrypter qu'une partie des signaux radio japonais, et ce que les Américains savaient exactement a été exagéré au fil des décennies. Les Japonais ne diffusaient pas de plans détaillés de leurs opérations. Le décryptage ne consistait pas seulement à casser des chiffres, c'était assembler un puzzle à partir de fragments incomplets. Rochefort put donner à l'amiral Nimitz quelque chose comme une image de ce qui allait se passer. Elle était floue, mais c'était plus que ce que quiconque d'autre avait. Les messages déchiffrés suggéraient que les Japonais planifiaient une attaque massive, mais la cible n'était désignée que par un code AF. Rochefort conçut un stratagème brillamment simple. Il ordonna secrètement à Midway de transmettre un message radio non codé signalant que le système de purification d'eau de l'île était en panne. Peu après, des signaux japonais furent interceptés notant que leur cible AF manquait d'eau douce parce que son distillateur était tombé en panne. Pour l'amiral Nimitz, c'était une confirmation suffisante. AF, c'était Midway. Les Japonais venaient. Mais en décidant d'accepter l'appât et de défendre l'île, l'amiral Nimitz jouait son va-tout, et les enjeux étaient tout ce que les États-Unis possédaient encore dans le Pacifique. Il mettait en jeu chaque porte-avions que la flotte du Pacifique possédait encore. Si l'équipe de Rochefort avait analysé les mauvaises informations, si elle avait mal lu les fragments, si elle avait assemblé le puzzle de travers et pris la mauvaise décision sur la base de renseignements incomplets, les conséquences seraient catastrophiques. Les porte-avions ne tendraient pas un piège, ils navigueraient droit dans un. Les probabilités contre le Grand Paris de Nimitz étaient aggravées par l'état de ses navires et de ses hommes. Après les pertes de la mer de Corail, la flotte survivante était éprouvée.
Les groupes aériens avaient besoin de pilotes et d'avions de remplacement pour combler les vides laissés par les morts et les blessés. Les navires avaient besoin de ravitaillement et de réparation. Tout nécessitait du temps, et le temps était la seule chose qu'ils n'avaient pas. Le 27 mai, le Yorktown endommagé entra en boitant dans Pearl Harbor, traînant encore une longue nappe de pétrole derrière lui. Le chantier naval jeta un coup d'œil et estima qu'il fallait 90 jours de cale sèche. L'amiral Nimitz leur dit qu'ils avaient 3 jours. 1400 équipes de travail se ruèrent sur le porte-avions, sans relâche, soudant, colmatant, remplaçant ce qu'elles pouvaient. Dormir était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Et le 30 mai, à peine 72 heures après s'être traîné aux portes, le Yorktown appareilla pour Midway avec des équipes de réparation encore à bord, colmatant encore les trous dans sa coque. En reprenant la mer, il allait affronter une flotte japonaise entièrement invaincue et redoutable, risquant tout pour 2 petits bancs de sable au milieu de l'océan. L'Enterprise et le Hornet étaient partis pour Midway 2 jours plus tôt, et puis le Yorktown apparut à l'horizon pour les rejoindre. Il y avait maintenant 3 porte-avions américains là où il y en avait eu 2. Les hommes à bord avaient entendu des rumeurs que les Japonais venaient avec peu, être 6 porte-avions. 3 contre 6 restait un calcul sombre, mais l'arrivée du Yorktown rendait les chances au moins viables. Ce que personne ne savait alors, c'est que l'amiral Yamamoto ne commandait en fait que 4 porte-avions pour cette opération. Aujourd'hui encore, l'un des mythes les plus tenaces de Midway perdure, la légende selon laquelle les Américains étaient des outsiders, qu'une flotte américaine vaillante, en sous-effectif et sous-équipée, avait réussi un miracle contre une armada japonaise écrasante. La vérité est plus compliquée. Yamamoto commandait certes bien plus de navires au total, y compris de puissants cuirassés, mais l'équilibre crucial résidait dans les avions. Les Japonais avaient un léger avantage en mer, 248 avions répartis sur 4 porte-avions contre environ 230 sur les 3 porte-avions américains. La marge était étroite, pas écrasante. Et surtout, les Japonais devaient aussi se soucier de la piste d'atterrissage de Midway elle-même, qui déployait plus de 100 avions de combat supplémentaires. Quand les avions de l'île étaient pris en compte, l'idée que l'Amérique était en infériorité numérique relevait du mythe. Ce matin-là, la première frappe japonaise laissa Midway en flammes, mais pas détruit. Les pilotes de retour demandèrent une seconde vague pour finir le travail. L'amiral Nagumo, adjoint opérationnel de Yamamoto pour les 4 porte-avions, ordonna de réarmer ses avions restants avec des bombes pour l'île. Les mortelles torpilles anti-navires qui avaient été chargées sur les avions furent retirées et des bombes conventionnelles installées à leur place. Ce fut une décision fatidique. Nagumo ignorait encore que les Américains fondaient sur lui. Ses éclaireurs n'avaient rien signalé. Puis, un peu plus d'1 heure après l'attaque de Midway, un de ses avions de reconnaissance aperçut des navires de guerre ennemis à l'horizon, mais ne put identifier leur type. L'éclaireur aurait dû descendre, voler de plus en plus bas, jusqu'à ce que les navires soient clairement visibles, même au prix de sa vie. C'était le genre d'information qui pouvait décider de toute la bataille. L'amiral Nagumo stoppa le réarmement, mais hésita. Il ne parvenait pas à se décider. Ces navires étaient-ils des croiseurs, des destroyers, ou quelque chose de bien plus dangereux? Cette hésitation, ces minutes d'indécision, s'avéreraient fatales pour Nagumo et pour les porte-avions japonais. Au moment même où les rapports de navires ennemis lui parvenaient, des bombes commencèrent à exploser autour des porte-avions japonais. Invisibles en haute altitude, les Bdixep de Midway avaient trouvé la flotte et attaquaient depuis 6000 mètres. Essayer de toucher un porte-avions depuis cette altitude avec une bombe en chute libre, c'était comme laisser tomber une bille sur un cafard en fuite. Les chances étaient infimes, mais les bombes forcèrent les porte-avions à virer violemment, perturbant toutes les opérations de vol. Et puis l'éclaireur de Nagumo transmit le message qu'il redoutait le plus. La force ennemie comprenait ce qui semblait être un porte-avions fermant la marche. Nagumo faisait maintenant face à une décision critique, être la plus importante de sa carrière. Il n'avait qu'une petite force de bombardiers en piqué prête à décoller, et tous ses héros étaient engagés à basse altitude, combattant les vagues de bombardiers américains venant de Midway. Il pouvait lancer une frappe immédiate contre le porte-avions ennemi, mais elle partirait sans escorte de chasse dans un océan plein d'inconnus. Ce serait pratiquement suicidaire pour ses équipages de bombardiers. Ou bien il pouvait attendre, récupérer tous ses avions, réorganiser et lancer une seule attaque massive coordonnée avec chasseurs, bombardiers en piqué et torpilleurs tous ensemble, et frapper les Américains avec tout ce qu'il avait. Le calcul était agonisant. L'avantage de la première frappe était absolument essentiel dans la guerre de porte-avions pour une raison écrasante. Si vous pouviez détruire le pont d'envol ennemi avant qu'il ne lance ses propres avions, il ne pouvait plus riposter, vous aviez gagné. Mais tarder ne serait-ce que quelques minutes de trop, et c'était votre propre pont qui brûlait. Et il y avait un autre problème. La première vague de Nagumo revenait de Midway, et ses avions étaient à court de carburant. Ils devaient atterrir immédiatement.
Il aurait pu lancer quelques avions avant de récupérer la vague de retour, mais cela aurait signifié regarder des dizaines de ses propres avions, des pilotes vétérans, des appareils irremplaçables, amérir quand il serait à sec. Nagumo était pris dans ce que beaucoup d'historiens considèrent comme une position quasi impossible. Il ne pouvait pas lancer et récupérer en même temps. Avec le recul, beaucoup estiment qu'il prit la mauvaise décision. La vraie menace, c'était les porte-avions américains. Mais il est difficile de blâmer entièrement Nagumo. Il opérait dans le noir. Il ne savait pas où étaient les Américains, combien de porte-avions ils avaient, ni qu'ils avaient déjà trouvé sa flotte et lancé leurs avions. Les aviateurs américains, en revanche, étaient parfaitement clairs sur leur mission, attaquer. Pas de débat, pas d'hésitation. Les pilotes foncèrent sur les ponts d'envol vers leurs avions, démarrèrent leurs moteurs et décollèrent dans le ciel du Pacifique. L'Enterprise et le Hornet lancèrent leurs escadres d'attaque 90 minutes avant que l'éclaireur japonais ne détecte la flotte américaine. Le commandant américain voulait frapper les porte-avions japonais le plus tôt possible avec chaque once de puissance aérienne disponible. Vitesse et surprise étaient tout, mais le mouvement audacieux fut suivi d'un fiasco. Les différents escadrons peinèrent à former leur formation d'attaque dans les airs. Des pilotes du Hornet et de l'Enterprise tournèrent au-dessus de leurs propres forces, brûlant du carburant précieux et un temps irremplaçable. Plus d'une heure s'écoula avant que la force d'attaque du Hornet ne parte enfin. L'attaque aérienne américaine, vue dans son ensemble, fut chaotique. Au moins un groupe entier d'avions partit dans la mauvaise direction. Les 4 escadrons du groupe aérien du Hornet, menés par le commandant Stanhope Ring, virèrent plein ouest au lieu du sud-ouest, où les porte-avions japonais avaient été repérés pour des raisons qui n'ont jamais été pleinement expliquées. Ring mit ses pilotes sur un cap qui n'allait jamais rattraper la flotte japonaise. C'était une décision qui retira effectivement les bombardiers en piqué et les chasseurs du Hornet de la phase la plus critique de la bataille. Bien en dessous de la formation du commandant Ring, les torpilleurs du Hornet étaient menés par le lieutenant-commandant John Waldron, un aviateur aguerri et expérimenté d'héritage en partie amérindien, qui faisait confiance à ses instincts par-dessus tout. Waldron vit Ring partir vers l'ouest et rompit le silence radio. Il dit à son supérieur en termes directs qu'il allait dans la mauvaise direction pour la force de porte-avions japonaise. Puis, il désobéit aux ordres. Waldron fit virer son escadron au sud-ouest et fila droit vers l'endroit où il pensait que les porte-avions japonais se trouveraient. Tout son escadron de torpilleurs le suivit sans hésiter. Les escortes de chasse et les bombardiers en piqué au-dessus abandonnèrent aussi le commandant Ring, mais ils étaient maintenant dangereusement à court de carburant. 13 des 24 avions durent amérir avant même de pouvoir atteindre Midway. Ce que Waldron avait fait était techniquement de la désobéissance à un officier supérieur en combat. Cela aurait même pu être classé comme mutinerie, mais personne ne fut jamais puni. L'épisode fut discrètement étouffé après la bataille. Par chance, Waldron et ses hommes avaient été filmés quelques jours plus tôt, de jeunes visages pleins de vie, inconscients de ce qui allait venir. En 45 minutes, après avoir rompu avec la formation de Ring, Waldron trouva les porte-avions japonais. Sans aucune escorte de chasse ni appui de bombardiers en piqué, son escadron descendit à 60 mètres au-dessus des vagues et attaqua. Il pilotait leur vieux Douglas Devastator, un avion qui n'était dévastateur que par sa lenteur et l'horrible vulnérabilité qu'il infligeait à son équipage, droit dans des essaims de zéro, puis à travers un rideau dense de DCA qui transformait l'air autour d'eux en un mur d'acier et de flammes. Les opérateurs radio américains sur des navires éloignés écoutèrent en silence les transmissions de Waldron crépiter à travers la statique. Il appelait des cibles et dirigeait ses hommes. Il rapportait ses ailiers tombant à l'eau, un après l'autre. Les zéros étaient sur eux, 35, peu, être plus, déchiquetant les lents torpilleurs. Pas de manœuvre, pas d'évasion. La seule option était de voler droit vers les navires ennemis, tenir le cap malgré tout, larguer la torpille et accepter ce qui venait après. Un seul homme survécut de ses 30 pilotes et navigants. L'enseigne George Gay fut repêché plus tard ce jour-là, seul témoin de la destruction de son escadron. Son escadron ne marqua aucun coup. Pas une seule torpille ne toucha un navire japonais. Les hommes étaient armés de l'infâme torpille Mark Trace, une arme déjà soupçonnée d'être profondément défectueuse. L'analyse confirma le pire. Les torpilles étaient trop lentes. Les détonateurs ne fonctionnaient pas de façon fiable. Elles couraient de manière erratique et plongeaient trop profond pour toucher leur cible. Certaines heurtèrent effectivement les coques des navires visés et se brisèrent simplement à l'impact, coulant au fond de l'océan sans exploser. L'arme était, en tout sens pratique, inutile. John Waldron et ses hommes avaient volé au cœur de la plus puissante flotte de porte-avions au monde, armés d'armes qui étaient en fait des ratés. Depuis le moment de leur décollage, ils avaient été envoyés mourir pour rien, ou du moins le semblait-il. Et pourtant, le sacrifice de Waldron, une décision prise par une poignée de pilotes, redéfinit la ligne de front de l'aéronaval.
Ces hommes, dans leur cockpit, avaient une expérience fondamentalement différente de la guerre. Contrairement aux soldats au sol, où les actions individuelles se fondent dans la masse d'une armée, ces pilotes individuels pouvaient, dans les bonnes circonstances, déterminer l'issue d'une bataille entière. C'était complètement nouveau. Une preuve supplémentaire vint du second porte-avions américain, l'USS Enterprise, dont les escadrons s'étaient aussi désespérément séparés dans le chaos du lancement matinal. Comme le Hornet, ses bombardiers en piqué et ses chasseurs avaient perdu toute trace des porte-avions ennemis quelque part au-dessus du vaste Pacifique. Mais d'une façon ou d'une autre, contre toute attente, ces torpilleurs les trouvèrent. L'attaque torpédo de l'Enterprise fut menée par le lieutenant-commandant Eugene Lindsey. Leur assaut fut presque aussi suicidaire que celui de Waldron. Ils entrèrent bas et lents, sans couverture de chasse, droit dans les dents de la patrouille aérienne japonaise. La plupart des torpilleurs furent abattus et leurs équipages tués. De nouveau, aucun dégât ne fut infligé au porte-avions de Yamamoto. Pas une torpille n'explosa contre une coque ennemie. Par n'importe quelle mesure, cela ressemblait à la charge de la brigade légère. Vague après vague de braves volant vers une mort certaine et n'accomplissant en apparence rien du tout. Mais les attaques de torpilleurs accomplirent quelque chose que personne n'apprécia pleinement sur le moment. Elles eurent l'effet crucial d'attirer chaque chasseur japonais au niveau de la mer. Les héros avaient été forcés de descendre de leur haute altitude de patrouille pour écraser l'élan dévastateur, et maintenant ces chasseurs étaient dispersés sur la surface de l'océan, à court de carburant et presque à court de munitions. Ils devaient retourner à leur porte-avions pour se réarmer et se ravitailler avant de remonter en altitude, et en descendant, ils avaient laissé le ciel au-dessus de la flotte japonaise grand ouvert. Des milliers de mètres d'air vide sans un seul défenseur. Sans le savoir, sans marquer un seul coup, les équipages de torpilleurs avaient créé l'opportunité parfaite pour la seule arme d'attaque que les Américains possédaient et qui marchait vraiment. C'étaient les bombardiers en piqué de l'Enterprise, mais ils ne trouvaient toujours pas les porte-avions. Arrivé au point de contact estimé, le chef d'escadron regarda vers le bas et ne vit qu'un océan vide. Pas un seul navire japonais en vue. Contrairement au vulnérable Devastator, l'autre avion d'attaque américain était plus moderne. Le Dauntless SBD était affectueusement surnommé « lent mais mortel », une machine robuste et fiable, avec un bon rayon d'action et une charge de bombes décente. Le vétéran aviateur, lieutenant-commandant Wade McCluskey, mena les 2 escadrons de Dauntless de l'Enterprise pendant plus de 2 heures, fouillant l'océan, poussant bravement sa formation bien au-delà du point de retour sûr. Les hommes savaient que McCluskey savait qu'il n'avait presque certainement plus assez de carburant pour rentrer. Les navires de guerre japonais n'avaient pas de radar. C'était maintenant un jeu mortel de qui repérerait l'ennemi en premier. McCluskey décida de continuer encore un peu, et alors quelques instants plus tard, il le repéra. Le sillage blanc d'un destroyer japonais filant à vive allure, traçant une ligne à travers l'océan bleu en contrebas. Ce navire devait foncer pour rejoindre la flotte principale. McCluskey joua le destin de chaque avion de sa formation sur une intuition et vira pour suivre le sillage du destroyer. Le navire ennemi filait en effet vers les 4 porte-avions. Scrutant à travers des jumelles pratiquement collées à ses yeux, McCluskey les vit droit devant, à environ 55 km, la force de frappe japonaise déployée sur l'océan, 4 porte-avions entourés de leur écran d'escorte, des sillages s'étirant derrière eux. Il les avait trouvés, et ils étaient mûrs pour la cueillette. Il n'y avait aucune défense de chasse dans le ciel au-dessus des porte-avions. Chaque zéro avait été attiré au niveau de la mer par les attaques de torpilleurs. En dessous, les ponts d'envol japonais étaient complètement exposés, couverts d'avions en cours de ravitaillement et d'armement. Des tuyaux d'essence d'aviation serpentaient sur les ponts, des bombes et des torpilles empilées dans les hangars en dessous. C'était une cible aussi parfaite qu'un pilote de bombardier en piqué pouvait rêver de trouver dans toute une vie de combat. Pendant ce temps, le 3e porte-avions américain, le Yorktown endommagé, avait lancé sa propre escadre d'attaque bien après l'Enterprise, mais ses équipages plus expérimentés rattrapèrent vite la distance. Par pure coïncidence, l'une des grandes coïncidences de l'histoire militaire, les avions du Yorktown convergèrent sur les 4 porte-avions japonais presque au même moment que les bombardiers en piqué de McCluskey. Les pilotes de Dauntless du Yorktown arrivèrent d'une direction différente, haute au-dessus de la flotte et au niveau de la mer. Ces 12 torpilleurs lancèrent leur propre attaque, mais cette fois, contrairement au massacre précédent, ils allèrent avec une escorte de chasse. Les Wildcats escortant les torpilleurs du Yorktown grimpaient bien plus lentement que le Zero, mais pouvaient encaisser des dégâts qui auraient disloqué un Zero. 6 pilotes de Wildcat se jetèrent dans un combat désespéré contre plus de 3 douzaines de Zero. Ils combattirent férocement pour protéger les torpilleurs volant bas, droits et stables sous eux. Puis vint le moment qui changea tout. Un éclat de soleil très haut, puis ce qui ressemblait à une magnifique cascade d'argent,
des dizaines de bombardiers en piqué se déversant du ciel en plongée quasi verticale. McCloskey mena ses 30 avions depuis près de 6000 mètres dans leur terrifiante descente sur le porte-avions japonais le plus proche, le Kaga. Depuis le pont du navire japonais, un membre d'équipage leva les yeux et vit la silhouette d'un bombardier en piqué basculer à l'envers au sommet de sa plongée et rester suspendu un instant comme une araignée sur un fil avant de piquer droit sur eux. À 760 mètres, les pilotes américains larguèrent leurs bombes de 250 kilos. Les 3 premières manquèrent, projetant d'énormes colonnes d'eau de mer vers le ciel, puis 4 touchèrent le Kaga en succession rapide. Le navire éclata en un brasier. Les incendies se propagèrent au pont d'envol, puis dans le hangar en dessous, où les avions ravitaillés et armés explosèrent en réaction en chaîne qui déchirèrent le navire de l'intérieur. L'équipage se retrouva avec presque rien pour combattre l'incendie. Le pont d'envol était jonché de blessés, de mourants et d'hommes trop épuisés pour bouger. Au même moment, les bombardiers en piqué du Yorktown plongeaient sur un autre porte-avions depuis un angle différent. En l'espace de quelques minutes seulement, pas plus de 5, les frappes d'un total de seulement 8 bombes dévastèrent 3 des 4 porte-avions japonais. 3 navires qui avaient terrorisé le Pacifique pendant 6 mois furent réduits à des épaves enflammées et à la dérive en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir de l'eau. Ce furent les 5 minutes les plus décisives de l'histoire de la guerre navale. Un peu plus tard ce jour-là, l'amiral Spruance appela l'amiral Nimitz pour un rapport. 3 porte-avions japonais avaient été coulés. Était-ce suffisant? La réponse de Nimitz fut immédiate. Ce n'était pas suffisant. Il voulait le 4e. Mais avant que les Américains ne puissent se regrouper, les Japonais ripostèrent. Leur seul porte-avions intact, le Hiryu, ne perdit pas de temps à lancer une contre-attaque. Les frappes américaines venaient de démontrer de la façon la plus viscérale imaginable combien peu de coups de bombe il fallait pour détruire même un grand porte-avions lourdement défendu. Maintenant, les Japonais comptaient rendre l'appareil. Mais un autre avantage technologique jouait pour la flotte américaine, un que les Japonais ne possédaient pas, le radar. Les Américains détectèrent les avions japonais entrant sur leurs écrans à environ 75 km, une éternité d'alerte précoce que les Japonais ne pouvaient égaler. Ce temps précieux permit aux Américains de faire décoller des chasseurs supplémentaires et de diriger leurs patrouilles aériennes pour intercepter l'attaque bien avant qu'elle n'atteigne la flotte. 12 Wildcats foncèrent sur la formation approchante et abattirent 10 des 8 bombardiers en piquet-val avant qu'ils n'atteignent la flotte. 2 autres tombèrent sous la DCA du Yorktown et de ses escortes. Mais 6 Val survécurent au corridor et exécutèrent une attaque en piqué exemplaire, larguant leurs bombes à peine 150 mètres au-dessus du navire. 3 touchèrent directement le Yorktown. Les dégâts furent catastrophiques. Quand les pilotes qui avaient décollé du Yorktown ce matin-là revinrent de leur mission, ils trouvèrent un navire totalement transformé. Il avait été le plus beau bâtiment de combat de la marine quand ils avaient décollé quelques heures plus tôt. Maintenant, il était mort dans l'eau, la fumée s'échappant de ses blessures. Tout ce qu'on voyait d'en haut, c'était des hommes morts gisant sur le pont. Pas une âme ne semblait bouger. Un spectacle spectral et obsédant. Une seconde frappe aérienne japonaise démontra la puissance létale des torpilles japonaises, en contraste brutal avec les ratés américains du matin. 2 torpilles frappèrent le Yorktown, l'immobilisant et ouvrant des brèches massives dans sa coque. Le navire commença à agiter dangereusement. Depuis d'autres navires de la flotte, les marins regardaient leurs navires frères se faire pilonner. Le sentiment était viscéral, c'était l'un des leurs, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Les équipages luttèrent contre les incendies qui éclatèrent sur le Yorktown blessé. Dans la Seconde Guerre mondiale, peu de blessures étaient plus redoutées que les brûlures. Le feu pouvait traverser un navire avec une vitesse horrifiante. Les dommages au corps humain étaient agonisants et extraordinairement difficiles à traiter. Le traitement disponible était d'une simplicité basique selon les standards modernes, des pansements propres, de la vaseline sous les bandages pour ne pas arracher la nouvelle peau cicatrisant et de la solution saline pour remplacer les fluides perdus. 3 outils rudimentaires, mais ensemble, la différence entre la vie et la mort. Les États-Unis répugnaient profondément à laisser le public voir les vraies conséquences de la guerre. Quand les militaires rentraient chez eux, portant les terribles cicatrices de brûlure, ils étaient généralement cachés dans des hôpitaux derrière de hauts murs. La nation était prête à célébrer ses héros, mais pas toujours à regarder ce que l'héroïsme leur avait coûté. Pendant que les équipes de contrôle des dommages luttaient pour sauver le Yorktown guittant, ces avions et pilotes opérationnels continuèrent le combat depuis les ponts des autres porte-avions. Ils avaient perdu leur navire, mais pas leur volonté. Et puis, ils localisèrent le Hiryu, le dernier porte-avions japonais survivant, le seul navire qui pouvait encore changer l'issue de la bataille. 10 des bombardiers en piqué du Yorktown rejoignirent 14 de l'Enterprise pour frapper le Hiryu dans un assaut combiné. Encore une fois, les bombardiers en piqué américains trouvèrent leur cible avec une précision dévastatrice. Le lieutenant Best
marqua des coups directs sur son deuxième porte-avions de la journée. 4 explosions déchirèrent le Hiryu en succession rapide, l'embrasant de la proue à la poupe. Son pont d'envol se tordit, inutilisable. Il brûlerait toute la nuit et coulerait le lendemain matin, le 4e et dernier porte-avions japonais à être perdu. Au coucher du soleil sur le Yorktown paralysé, l'amiral Spruance prit le commandement général depuis l'Enterprise. La journée de combat avait été extraordinaire. 3 porte-avions japonais détruits, un 4e en flammes. Mais la bataille n'était pas terminée. L'amiral Yamamoto croyait encore que ses puissants cuirassés pouvaient équilibrer le score. Avec la tombée de la nuit, la ligne de front se redéfinit soudainement. Elle n'était plus déterminée par la portée de frappe des avions de porte-avions. Ces avions étaient inutiles la nuit. Maintenant, c'était la portée des canons de cuirassés qui comptait, et les cuirassés japonais étaient parmi les plus puissants jamais construits. Cette nuit-là, les Japonais tentèrent de combler la distance et de trouver les porte-avions américains avec leurs rapides et lourdement armés navires de surface. Un combat de nuit au canon à courte distance aurait été dévastateur pour les légèrement blindés porte-avions américains. L'amiral Spruance prit une décision qui indigna ses propres officiers. Il ordonna un repli, éloignant la flotte américaine vers l'est, loin des cuirassés japonais qui approchaient. Ses officiers étaient furieux, ils voulaient poursuivre l'attaque. Mais le jugement froid et calculé de Spruance sauva presque certainement les porte-avions américains d'une possible destruction dans un engagement de surface nocturne qu'ils n'auraient pas pu gagner. C'était la décision d'un homme qui comprenait que la victoire déjà acquise valait plus que la gloire d'une charge de plus. Dans la confusion et l'obscurité de la nuit, 2 croiseurs lourds japonais entrèrent en collision, endommageant gravement l'un d'eux. Un emblème approprié du chaos qui avait envahi le plan autrefois impeccable de Yamamoto. Le 6 juin, des avions américains trouvèrent le croiseur blessé en plein jour. Il virait et tournait désespérément, exécutant des manœuvres évasives si violentes qu'elles renversaient les pilotes attaquants en essayant de le suivre dans les virages. Les bombes pleuvaient autour du navire. Les obus de DCA remplissaient le ciel dans toutes les directions. Un obus trouva sa marque, frappant un avion américain, et le pilote survivant ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé dans tous ces mois de combat, une haine brute, brûlante, pour l'ennemi. La guerre était enfin devenue personnelle. Le croiseur fut coulé. L'amiral Yamamoto annula l'opération de Midway. Quand les navires américains survivants rentrèrent à Pearl Harbor, ils furent accueillis par l'amiral Nimitz en personne. Il se tenait sur le quai et serra la main de chaque homme qui débarqua. Après tout ce qu'ils avaient enduré, la terreur des attaques à la torpille, l'agonie de voir des amis mourir, les paris impossibles qui avaient fini par payer, c'était un sacré retour au bercail. Le Japon avait subi une défaite dévastatrice. 248 avions perdus, 4 porte-avions de flotte coulés, un croiseur lourd détruit et environ 3000 hommes tués. En comparaison, la marine des États-Unis perdit environ 150 avions, un porte-avions, un destroyer et un peu plus de 300 hommes. L'argument que Midway fut l'un des moments les plus critiques de la guerre du Pacifique est inattaquable. La perte de 4 porte-avions japonais en un seul engagement brisa ce qui avait été une série ininterrompue de victoires japonaises remontant à Pearl Harbor. Elle transféra de manière décisive l'initiative stratégique aux Alliés, donnant un énorme élan à tout l'effort de guerre allié sur tous les théâtres. Avant Midway, les porte-avions japonais avaient dicté le rythme et le tempo de la guerre entre l'Amérique et le Japon. Ils décidaient où frapper, quand frapper et avec quelle force. Après Midway, c'étaient les Américains qui dictaient le tempo et l'enchaînement du conflit. La marée avait tourné, et tous ceux qui étaient là le savaient. Ils sentirent le soulagement les envahir. Ils comprirent le poids de ce qu'ils avaient accompli. Midway est entré dans l'histoire comme l'une des plus grandes batailles navales de tous les temps, une bataille dans laquelle un piège japonais devint une embuscade américaine, et qui, dans le processus, transforma totalement la nature de la guerre navale.